Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et ce soir, je reçois pour vous notre analyste maison, expert en politique, Ambroise Mamba, qui revient une fois de plus. Il était mon invité la semaine dernière. Il revient pour faire ses bonnes analyses dans Tac au Tac Magazine. Merci, bonsoir Nicole. Ambroise, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va, merci d'avoir pensé également à moi pour qu'on puisse analyser ensemble. Je vous ai pris à pied levé là. Oui, justement, vous m'avez pris à pied levé. Merci d'être venu. Qu'on puisse analyser ensemble la situation politique de notre pays. Bien sûr. Alors, Ambroise, vous le savez, l'actualité, c'est la mort du juge Raphaël Yanni. Le juge au président du procès Caméré est décédé. Comment trouvez-vous sa mort, ce décès? Oui, c'est une mort qui a surpris tout le monde. Tout le monde ne s'attendait pas à le voir mourir parce que le lundi dernier, lorsqu'on l'a vu à la télévision, il semblait être en bonne santé. Et quelqu'un qui semble être en bonne santé, mourir 2 jours après, ça étonne, ça surprend beaucoup de gens. Et on pense tout de suite directement aux raisons. Qu'est-ce qui peut justifier, sa mort? Est-ce que c'est une mort naturelle qui coïncide avec le procès Vital Caméré, ou c'est une mort provoquée, il aurait été assassiné, il aurait été abattu? Ce sont des questions qui n'ont pas encore de réponse jusque-là. Mais pour répondre à ces questions, c'est très difficile. Il faudrait peut-être qu'on puisse amener les corps vers l'autopsie, qu'il y ait un médecin légiste pour faire une autopsie, et c'est cette autopsie qui peut révéler à la face du monde de quoi il est effectivement décédé. Mais nous pouvons toujours faire... mais il y a beaucoup de spéculations au sein de l'opinion. On peut spéculer, on peut penser... Il y avait vraiment une panique générale. Lorsqu'on regarde la position qu'il a occupée dans les 2 premières audiences, jusque-là, on ne sait pas dire exactement si il a penché en faveur au détriment de l'autre par rapport à toutes les parties au procès. Jusqu'à-là, on ne sait pas le dire. C'est lui qui a laissé quand même toutes les parties parler. On a estimé qu'il a laissé quand même toutes les parties parler librement. Moi, personnellement, j'avais trouvé qu'il n'avait pas des partis pris. J'ai beaucoup aimé son calme, son charisme. Justement, toutes les parties... Pas agité, il accordait la parole quand même à tout le monde. Toutes les parties se sont exprimées librement. Est-ce qu'il y a des mécontents? Jusque-là, non. Je ne sais pas s'il y a peut-être des mécontents qui auraient liquidé le juge. Est-ce que ce sont les prévenus? Est-ce que ce sont les partis au procès, la République? Est-ce que c'est un procès politique? Quelque part, là, ce sont des questions. Nous avons appris qu'une enquête s'est ouverte là-dessus, sur la mort, pour élucider la mort du juge. Et justement, tout le monde appelle à cette enquête, pour que cette enquête soit diligentée, pour qu'effectivement, on puisse avoir, une fois pour toutes, les raisons de sa mort. Mais je ne veux pas spéculer ici. Nous avons vu aussi des jeunes gens descendre en sa résidence, les jeunes de Selembao, Kanlouka, Bondal. Donc c'était vraiment... Vous savez que les procès en cours, les procès Vital Caméré en cours, c'est un procès qui concerne le détournement des deniers publics. Souvent dans notre pays, ça n'arrive pas de voir des grandes figures de la politique être devant la barre pour s'expliquer par rapport à la gestion des fonds qui leur avaient été alloués pour les travaux d'intérêt général. C'est difficile de le voir au pays. Mais lorsque ça arrive, ce n'est pas facile de gérer ces genres de dossiers. C'est une lourde responsabilité pour les juges, et pour le ministère public, ainsi de suite. Et tout peut arriver dans ce genre de choses. On peut être acquitté, on peut être condamné, ainsi de suite. Mais je pense que son décès est en faveur de celui qui veut... C'est la question que je voulais aussi vous poser. À qui profite la mort du juge? Est-ce qu'à ce stade, on peut déjà penser à établir des responsabilités? Qui serait responsable de sa mort? Ah oui, c'est ce que effectivement je venais de dire tout à l'heure. Pour répondre à la question des responsabilités du décès de ce juge,
il faut d'abord chercher à comprendre si sa position dans les 2 premières audiences a été en faveur de qui et au détriment de qui. C'est celui peut-être qui n'a pas trouvé son compte dans la position du juge qui peut attenter à sa vie, par exemple, ou bien qui peut les liquider. Alors, le juge a fait quoi de mal dans les audiences? On l'a vu qu'il était serein. Il a laissé quand même les prévenus parler dans la dernière audience. Vous savez que le prévenu a quand même glané quelques points au sein de l'opinion. La manière dont le prévenu Vital Kamerhe parlait, par exemple. Il a quand même laissé le prévenu commenter les réponses aux questions qui lui ont été posées par le ministère public et la partie civile, la République donc. Il a quand même laissé les prévenus commenter les réponses. Et ce sont ces commentaires qui lui ont fait glaner quelques points au sein de l'opinion. Est-ce que le fait pour lui d'avoir laissé le prévenu commenter ses réponses n'aura pas été du goût des gens qui auraient confié les dossiers dans les mains du juge? Est-ce que ce sont eux qui, n'ayant pas trouvé leur compte à la 2e audience, vont chercher peut-être à les liquider? Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Oui. Alors, la deuxième hypothèse, il y a quand même une polémique qui a été suscitée au sein de l'opinion il y a eu la citation des témoins. Lorsque on a voulu quand même inviter certaines personnes, il y a des personnes puissantes parmi les témoins qui devront être auditionnés le 3 juin prochain. Est-ce que parmi les témoins, il y a des gens qui sont aussi mécontents d'avoir vu le juge? Parce que c'est effectivement, l'idée était venue de lui, parce qu'il avait trouvé que les tribunaux n'évoluaient toujours pas, les débats étaient devenus houleux entre les parties au procès, et il avait jugé bon de faire venir les gens qui sont cités, l'ancien ministre du Développement Rural, l'ancien ministre des Finances, l'actuel gouverneur de la Banque Centrale, il y a aussi la dame, l'épouse du prévenu Kamerhe. Et d'ailleurs, lorsqu'on a cité le nom d'Amid Achatur, on a vu la partie civile être à couteau tiré avec les prévenus. On a vu un avocat de la partie civile dire par exemple que non, qu'est-ce qu'il dit là? Est-ce qu'il va mettre le feu parce qu'on a cité sa femme, ainsi de suite? Vous sentez qu'effectivement il y a... C'est ça le feu qui commence, hein? Alors, est-ce que c'est le feu? Est-ce que c'est le feu qui commence? Effectivement, c'est là que je dis, mais vous savez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se servir de cette... C'est quand même bizarre, c'est louche là. Il y a d'autres personnes qui peuvent même se servir de cette déclaration, pour que, effectivement, pour faire porter le chapeau à celui qui aurait fait la déclaration de mettre le feu, par exemple. Donc, ce sont des hypothèses. Il ne faut pas dire que c'est celui qui a fait la déclaration qui est responsable de ce qui arrive au juge. Non. Il peut aussi s'avérer que d'autres personnes se servent de cette déclaration pour liquider les juges et faire porter le chapeau au sein de l'opinion à celui qui aurait fait la déclaration. Et ça, c'est cette hypothèse. Donc, il y a plusieurs hypothèses comme ça à partir de cette audience pour découvrir qu'effectivement, mais il faut quand même qu'il y ait l'autopsie. Et l'autopsie, notamment pour étudier les causes quand même de la mort du juge. Et les résultats doivent être rendus publics. C'est ça le problème. Ben oui. On doit quand même savoir. On nous a mal habitués au pays. Lorsqu'il y a des enquêtes, les résultats... Enquête et bandaka, et comme justement, ça n'aboutit pas. Justement, au pays, on nous a mal habitués lorsqu'il y a des enquêtes qui peuvent aboutir, mais les résultats ne sont toujours pas connus du grand public. C'est ça le plus grand problème. Et selon vous, quelles peuvent être les conséquences sur la suite du procès? Bon, déjà, à partir de ce moment, il y a un problème. Est-ce qu'il y aura procès? Il y aura l'audience prévue le 3 juin prochain. J'ai lu certains titres dans les médias en ligne. On dit par exemple que non, le procès est maintenu. Mais il est maintenu avec qui à ces moments-là? Les juges adjoints. Alors, il y a certains juristes qui disent, par exemple, je ne suis pas juriste, moi je suis journaliste, je ne fais qu'analyser. Oui. Merci pour la précision. D'accord. Il y a certains juristes qui disent, par exemple, que il sera remplacé. On va le remplacer par celui qui était, par exemple, à sa droite. Celui qui était à sa droite peut prendre la présidence de la composition et puis on va remplacer celui qui est décédé par un autre. Ces juges-là ont la connaissance de ce par un autre. Oui. Mais est-ce qu'à ces moments-là, est-ce qu'on va reprendre l'audience là où elle s'est limitée le lundi dernier? Oui, c'est ça. C'est là qu'on dit qu'on pourrait reprendre là,
Mais on va demander au greffier de faire la lecture des procès-verbaux. Or, dans la lecture des procès-verbaux, ça fait traîner, ça fait retarder les procès. Pourquoi? Parce que lorsque le greffier va lire les procès-verbaux, les parties au procès ont toujours tendance à remettre en cause certaines choses qui sont rapportées par le greffier, par le greffe. Pourquoi? Parce que les parties peuvent dire, non, non, à ce niveau, je n'avais pas dit cela. Vous aviez mal noté. À ce niveau, je n'avais pas dit cela. Vous aviez mal noté. Et la lecture des procès-verbaux va également retarder le procès. Un peu, le procès pourrait être un peu perturbé, mais retardé. Alors, est-ce qu'il va être remplacé par celui qui était à sa droite? Ça va faire aller les choses rapidement. Est-ce qu'il va être remplacé par un autre plus préséant que les deux qui étaient à ses côtés? Et je pense que ce sont les hypothèses. Je pense que c'est au tribunal, au président du tribunal de grande instance de la Gombe de pouvoir fixer l'opinion là-dessus pour qu'on puisse reprendre le procès. Est-ce que je pense que il y a même ceux qui disent que l'instruction va reprendre carrément à zéro. À zéro, oui. Et ça va permettre aux uns et aux autres à rectifier le tir. Ça peut être aussi dans l'avantage des prévenus, comme dans l'avantage des partis. Vous savez, s'il y a un parti qui sentait le perdre déjà à partir des 2 premières audiences, il va rectifier le tir. Et vous savez que le prévenu Kamere a fait pratiquement, nous allons revenir peut-être au procès, a fait pratiquement un procès dans un procès contre le procureur général près la cour d'appel des Matete, qui selon lui continuait encore l'instruction du dossier. Lorsqu'on lui avait posé une question, on va y revenir. Donc ça peut être en faveur de l'une ou de l'autre partie si on reprenait l'instruction à zéro. Alors dites-moi un peu comment vous avez trouvé des prestations du juge, bien qu'il n'ait plus. En tout cas, nous profitons aussi pour présenter nos condoléances à la famille éplorée. Oui, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Le juge était impartial jusque-là, impartial, il n'avait pas de parti pris, il a laissé tout le monde parler, et effectivement, il a laissé toutes les parties parler. Vous savez que lors de la deuxième audience, Kamere s'est bien défendu par rapport à la première. C'est parce que le juge l'a voulu ainsi. Et c'est ce juge-là qui, malheureusement, n'est plus aujourd'hui. Donc, chapeau bas pour lui, pour le travail qu'il aura abattu. Mais à savoir aussi, Ambroise, puisque nous parlons de la mort du juge, il y a quand même trop de morts aussi à la présidence, hein, Ambroise Momba. La présidence ne fait que compter de morts. Hein. Effectivement, on a parlé... Au moins 5 ou 6. Il y a eu beaucoup de décès à la présidente de la République. Au début, on a parlé du Covid-19. Mais plus il y a encore des décès, on commence à penser à autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe à la présidente de la République? C'est la question à laquelle on veut avoir des réponses. Qui des proches du président? Je pense qu'il y a quand même des enquêtes qu'on peut diligenter pour arriver à déceler qu'il y a quelque chose. Vous savez que dans l'opinion, nous, journalistes, nous écoutons beaucoup. Oui. Dans mais on ne sait pas confirmer, oui, effectivement, affirmer, dans l'opinion, il y a ceux qui défendent, qui parlent du poison. Du poison. Ainsi de on suite. ne parle que de ça. Même la mort du juge aussi, on a parlé du poison. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez, c'est ça le problème. Vous avez des preuves? Ainsi de suite. Parce qu'on a dit que le juge avait vomi du sang, il avait mangé, je sais pas, la banane, il paraîtrait, bon, on n'a pas de preuves. Hein, oui, au sein de l'opinion, il y a toutes les hypothèses. Et ceux qui meurent du Covid, il n'y a pas moyen de faire une autopsie aussi? Non. Non, mais ceux qui meurent du Covid, il n'y a pas moyen de faire l'autopsie. On sait qu'ils sont atteints par le coronavirus. Et donc, il y a eu des tests que l'INRB avait confirmés qui sont décédés du Covid. Donc, ça ne sert à rien de... Oui, on profite du Covid, il y a autre chose et on profite. C'est seulement pour des cas de mort comme des morts subites, comme celle du juge. Il y a trop de morts et nous trouvons que c'est pas louche du tout, mais bon, c'est vrai que chez nous ici, hein, au Congo, il n'y a plus de morts naturelles. Hein. Quand quelqu'un meurt, c'est toujours, oh non, c'est africain. C'est africain. Ben, voilà. Alors, revenons un peu à l'audience du lundi. Hein. Comment l'analysez-vous? L'audience de lundi à la prison centrale de Makala. J'ai trouvé que la première chose que j'ai trouvée est que Vital Kamerhe ne s'adressait pas au juge. Il s'adressait à ses sympathisants qui étaient branchés à la télévision. Comment ça, expliquez-vous? Vous savez que lorsqu'on lui pose des questions, par exemple, il avait tendance à commenter les questions. Parce que les procès pénals est technique.
Lorsque le ministère public, la partie civile vous pose des questions, ils ont besoin de réponses parce qu'ils veulent arriver à quelque chose. Oui. Mais lorsque les prévenus répondent aux questions et qu'ils commentent les questions, quel est l'objectif qu'il poursuit? Il poursuit un objectif. Il sait que les juges peuvent le condamner. D'ailleurs, Vital Kamerhe a dit que je suis pratiquement comme une victime expiatoire. Donc il sait que les juges, le ministère public peut requérir sa condamnation. Ça, il le sait. Parce que c'est le ministère public qui l'a amené là. Oui. Ça, il le sait. Mais il veut tout de suite opposer les juges à ses sympathisants au sein de l'opinion dans l'hypothèse de sa condamnation. Voilà pourquoi il commente ses réponses. Il les commente pour essayer d'expliquer à ses sympathisants, branchés à la télévision. Il ne se défendait pas, c'est du spectacle. Comme les gens disent, c'est une série télévisée, je ne sais pas. Non, vous savez, il répond aux questions. On peut vous poser la question de savoir, est-ce que vous reconnaissez ces documents? Est-ce que vous reconnaissez cette lettre? Vous dites, oui, je reconnais cette lettre. Mais vous la commentez. Mais quand vous commentez cette lettre, quel est l'objectif que vous poursuivez? Vous enlevez l'orientation que la personne qui vous a posé la question et vous donnez à cette question une autre orientation au sein de l'opinion. Et au sein de l'opinion, on va dire, mais effectivement, et il a raison. Vous n'avez pas vu comment il a expliqué sa réponse. Oui, il a raison. Mais qu'on montre comment est-ce qu'il a détourné de l'argent. Et c'est ça. Parce que Vital Kamerhe a dit, je veux qu'on me montre pièce par pièce. Qu'on me démontre comment j'ai détourné de l'argent. Et ça, c'est effectivement ce qu'il a un peu gagné. Et en deuxième lieu, Vital Kamerhe a semblé aussi mettre en difficulté les juges. Qu'est-ce qu'il a commandé déjà là, il paraît. Il a semblé mettre en difficulté les juges lorsqu'il leur a demandé de prouver, document à l'appui, qu'il a détourné de l'argent. Et à ce niveau, on lui a posé maintenant deux questions. Vers la fin, le ministère public a posé deux questions. La première, M. Kamerhe, reconnaissez-vous avoir signé un communiqué en janvier 2019 interdisant tout décaissement, sauf sur votre autorisation? Il a reconnu le document, mais il a commenté sa réponse. Et à la deuxième question de savoir, reconnaissez-vous avoir envoyé au ministère des Finances un planning de décaissement par rapport aux travaux des 100 jours? À ce niveau, il n'a pas répondu directement à la question. Il a compris qu'effectivement, sa responsabilité était entamée. Oui. Et tout de suite, il fait un procès dans un procès contre le procureur général près la cour d'appel de Matete en disant que non, il continue l'instruction du dossier. Et il va répondre maintenant un peu de manière sage en disant, il ne dit pas qu'il ne reconnaît pas les documents, il ne dit pas non plus qu'il reconnaissait les documents, mais il dit tout simplement que non, vous n'allez pas me demander de pouvoir retenir tous les documents que j'ai signés. Une réponse un peu sage pour dire que si je n'ai pas bonne mémoire ici, on pourrait me brandir un document que je ne serais peut-être pas rejeté. Oui. Alors, à ce niveau, ça témoigne qu'effectivement, il y a un peu de la responsabilité qui est maintenant entamée. Il y a une assise, parce qu'à un moment, il y avait un avocat de la République qui avait dit que le processus criminel sera démontré par l'assemblage d'un certain nombre des actes pour démontrer qu'effectivement, il y avait détournement. Parce que lui veut qu'on lui montre tout de suite un acte qui prouve qu'il a détourné. Mais c'est une démarche un peu expressive. Mais la partie civile est dans une démarche progressive pour démontrer, acte après acte, qu'il y a eu détournement. Voilà pourquoi la partie civile, les ministères publics, directement brandit le communiqué interdisant les décaissements. Lorsque vous entrez dans les dossiers, vous réalisez par exemple ce que j'ai pu réaliser lorsque j'ai pu comprendre le procès. Je réalise que Samibo Congo n'a pas signé un contrat formel là aussi, hein, avec la République par rapport aux travaux des 100 jours. Samibo Congo n'a pas signé un contrat. Mais Samibo Congo a signé un contrat avec la République par rapport à un autre projet
du gouvernement Kabila, le gouvernement Tchibala, avec Bitakwira, avec l'ancien ministre du Développement rural, qui concernait la construction de 900 maisons préfabriquées. Mais là, l'argent n'a pas été décaissé. Là, l'argent n'a pas été décaissé jusqu'à l'arrivée du nouveau pouvoir, le pouvoir des Fachi. L'argent n'a pas été décaissé. Mais lorsque arrivent les 100 jours, le chef de l'État a annoncé officiellement les 100 jours au mois de mars. Mais déjà au mois de janvier, il y avait cette interdiction de décaisser de l'argent qui était venue d'un communiqué signé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe. Alors, on contacte la même société Samibo Congo pour les travaux de 100 jours. On ajoute 600 maisons aux 900 maisons qui étaient dans l'ancien projet. Mais lorsqu'on ajoute 600 maisons, on s'entend pour qu'on signe un avenant au projet, qu'on fasse un complément des contrats. Avant de signer l'avenant, il y avait déjà un décaissement qui était effectué. Donc 14 millions de dollars avaient été décaissés au mois de mars, avant même la signature de l'avenant. C'est là qu'on pose la question. Au niveau de la République, personnellement en tant que journaliste, je me pose la question. S'il y avait décaissement de 14 millions au mois de mars, pour les comptes des Samibo Congo, c'était quoi le soubassement juridique de ce décaissement? C'était en rapport avec quel contrat? C'est là que je trouve qu'il y a un peu de légèreté. La légèreté par rapport aux gestionnaires des travaux des 100 jours. Alors, mais lorsqu'on parle de l'avenant, je constate également que le ministère public et la partie civile ne reconnaissent pas l'avenant qui a été brandi par le prévenu Vital Kamerhe. Ils ne reconnaissent pas l'avenant. Mais on y voit la signature des Bitakwira. Et plus dans les débats, je réalise également que la Direction générale de contrôle des marchés publics n'avait jamais donné l'autorisation pour l'avenant, pour la signature de l'avenant. Donc il y a eu un peu de légèreté au niveau de la République. C'est là qu'il faut qu'on démontre à la face du monde qui est responsable de cette légèreté. De cette légèreté. Nous chutons déjà. Alors, comment trouvez-vous l'audition des témoins? Est-ce qu'il y aura des révélations selon vous? Oui, effectivement, l'audience malheureusement, le juge est décédé. Ça peut perturber, ça peut retarder le procès. Dans l'hypothèse où les juges n'étaient pas décédés, et je pense que l'audition des témoins nous aurait beaucoup avancé. Oui, nous aurons beaucoup aidé. Nous aurait beaucoup aidé. Dans la citation des témoins de la partie civile, il y a plusieurs personnalités. Il y a l'ancien ministre des Finances. Déjà, si l'ancien ministre des Finances vient, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va lui poser la question peut-être de savoir, monsieur le ministre, au mois de mars, vous aviez décaissé de l'argent. Expliquez-nous qui vous aviez donné l'autorisation de décaisser de l'argent. Il va répondre à la question. Le gouverneur de la Banque centrale va répondre également. L'ancien ministre du Développement rural, on va lui poser la question de savoir Bitakwira, comment vous avez signé l'avenant au contrat de 2018. Il va s'expliquer également. Les autres, on a cité Amida Chatur, on a cité Soraya Mpiana, la belle-fille de Vital Kamerhe. Et effectivement, quand on les cite, un avocat de la partie civile a signifié pourquoi on les invite à venir à la barre. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des décaissements, il y aurait des bordereaux de documents bancaires qui prouvent qu'ils auraient perçu de l'argent. C'est pourquoi il fallait qu'on leur pose également des questions de savoir à quel titre ils avaient perçu de l'argent. Attendons la suite. La suite, on espère seulement que l'audience aura lieu le 3 juin. Donc, mais à ce stade, déjà, je ne pense pas qu'on va revenir encore à l'audition des témoins, à moins qu'on prenne la relève du juge qui est décédé par celui qui était à sa droite. Qui était à sa droite. Peut-être qu'il pourrait... Alors, une dernière question. Kabound a été destitué de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Bon, je comprends tout de suite que Jean-Marc Kabound
a été destitué par la majorité parlementaire. D'abord, je pense que les députés ont pu solidariser par rapport à l'arrestation de Jean-Jacques Mamba, l'initiateur de la pétition. Donc la manière dont... Qui a été arrêté pour usage de faux. Usage de faux. La manière dont on l'a arrêté par la Cour de cassation a courroucé les députés nationaux. Les députés ne se sont pas vus protégés. C'est ainsi qu'ils ont fini avec Jean-Marc Abound, qui était visé par sa pétition. Alors, il a été arrêté pour faux et usage de faux. Jean-Marc Abound a été évincé par rapport à cette pétition. Par rapport à cette pétition, à un moment, je me dis alors, à ce moment-là, on peut dire que l'arrestation de Jean-Jacques Mamba aura été inutile. Inutile, oui. Aurait été inutile. Parce que c'est lui l'auteur. Parce que de la pétition. Il y aurait une commission qui a été mise en place, qui a entendu certains députés qui ont témoigné que... Mais il fallait d'abord en finir avec ce dossier, si réellement... Il y avait des témoins. Oui. Il y avait des témoins qui avaient assisté à la signature, du député qui a été en justice contre Jean-Jacques Mamba, Simon Piana, Toumba. De l'UNC. De l'UNC. Donc les témoins ont dit qu'ils étaient là, ils ont vu comment il a signé. C'est ainsi que la pétition est passée à l'Assemblée nationale. Alors, bon, quelque part, je trouve aussi que dans les chefs de Jean-Marc, il a eu à courroucer le FCC. Vous connaissez le problème du fameux congrès. On parle même que les FCC a donné, l'a repris. Et quelque part, je voudrais... Le FCC était vraiment mobilisé. Oui, quelque part, il faut aussi avoir beaucoup de sagesse. Il y a eu la Mouka aussi, MLC. Il faut avoir beaucoup de sagesse lorsqu'on est en coalition pour savoir comment il faut se tenir, quelles sont les déclarations qu'il faut faire. Vous trouvez qu'il est un peu arrogant? Il ne faut pas vexer un partenaire facilement, parce que vous savez que vous avez la présidence de la République, mais les autres ont la majorité parlementaire. Ils peuvent aussi utiliser leur pouvoir qu'ils ont pour vous faire voir qu'effectivement ils ont un pouvoir dont vous devez aussi tenir compte pour parler d'égal à égal dans certaines choses, parce que vous avez signé un contrat de coalition, un accord de coalition pour gouverner ensemble. Alors, est-ce que Jean-Marc pourrait rebondir? La question que je me pose maintenant est que l'affaire est au niveau de la justice. Si la Cour de cassation arrivait à prouver le faux et usage de faux, ça signifie que la pétition de Jean-Jacques Mamba tomberait. Et à ce moment-là, on dirait que le vote de cette pétition aura été irrégulier à ce moment-là. Mais est-ce que la majorité parlementaire va l'entendre de cette oreille? Je pense que ce sera encore une autre guerre. Là aussi, parce que Kabound disait toujours, mais destituer, c'est destituer Félix Tshisekedi. Mais jusque-là, Félix est toujours président de la République. C'est pas tellement ça, parce que vous savez qu'au niveau de l'UDPS, en interne, il faut quand même reconnaître que la force mobilisatrice de l'UDPS a été détruite. En interne, il y a des problèmes, il y a des divisions. Donc aujourd'hui, le fait que Kabound tombe et voir l'UDPS s'est mobilisé, c'est vraiment difficile. La force mobilisatrice de l'UDPS a été détruite. Et je pense que c'est en défaveur de Kabound. Merci beaucoup Ambroise Mamba pour vos analyses. Belle analyse. Merci beaucoup d'être venu, de votre disponibilité. Alors, je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Ambroise Mamba, journaliste, analyste politique, expert maison, Congo Web Télévision. Ben voilà. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.